Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit module de rappel concernant le cours sur les premières minutes, le bilan. À la fin de ce module de rappel, vous serez capable de déterminer les différents points d'attention relatifs à l'algorithme bilan qui détermine les actions à réaliser durant les premières minutes lors d'une intervention. En ce qui concerne les savoirs qui sont prévus en termes d'objectifs spécifiques, il s'agira de construire les différents constituants de l'algorithme classique du bilan, à savoir le bilan 3S, scène, sécurité, situation, le bilan des fonctions vitales ABC, le bilan des fonctions secondaires ABCDE, ainsi que les principes généraux de prise en charge d'une victime. Dans un second temps, il s'agira de construire les différents constituants de l'algorithme, cette fois-ci adapté, du bilan, dans le cas pratique d'un patient traumatisé, pouvant être suspecté comme critique. On y reverra donc les notions d'indice de haute vélocité, du bilan qui permet de déterminer si un patient est critique ou non, à savoir le bilan ABCD critique, et enfin les principes de prise en charge adaptés par rapport à la situation d'un patient traumatisé, critique ou non. En ce qui concerne le plan de la présentation, trois grandes parties sont ici visées. Dans un premier temps, un rappel concernant les généralités sur la notion de bilan. Dans un deuxième temps, on verra un rappel concernant l'algorithme classique bilan avec les 3 S, évaluation des circonstances, l'ABC, évaluation des fonctions vitales, l'ABCDE, évaluation des fonctions secondaires, ainsi que les principes de prise en charge d'une victime. Et enfin, la dernière partie, il s'agira d'aborder l'algorithme adapté dans le cas d'un patient traumatisé qui est suspecté comme victime critique, avec les indices de haute vélocité, l'ABCD critique pour déterminer l'état critique du patient, ainsi que les principes de prise en charge adaptés à la situation. Comme dit en introduction, commençons par quelques rappels concernant les généralités par rapport à la notion de bilan. L'objectif de ce cours est de vous donner toutes les bases afin de pouvoir établir un bilan complet dès l'arrivée sur les lieux d'une intervention, que ce soit du médical ou de la traumatologie, afin de réaliser une prise en charge adéquate et optimale de la ou des victimes. Un bilan peut être considéré comme étant une collecte d'informations permettant d'analyser une situation et l'état d'une ou plusieurs victimes. C'est pour cela qu'un bilan doit être réalisé de manière rapide et structurée et se doit d'être rigoureux, tout en ne perdant pas de temps pour la réalisation d'actes et gestes salvateurs. Il est également essentiel de garder en tête que la clinique doit rester prioritaire par rapport à la technique. En effet, les moyens techniques ne sont là que pour appuyer les observations réalisées au préalable. Il ne faut pas oublier que la sécurité doit être assurée tout au long de la mission. Nous passons directement à la deuxième partie de cette présentation, à savoir un rappel concernant l'algorithme classique pour une prise en charge classique et la notion de bilan. Pour commencer, le bilan 3S, qui consiste principalement à analyser et évaluer les risques liés à l'intervention, que ce soit vis-à-vis des secouristes ambulanciers, d'autres intervenants, des autres personnes présentes sur le lieu de l'intervention, et enfin de la ou des victimes. C'est à ce moment qu'il faut observer et rechercher des signaux d'alarme permettant d'évaluer l'état clinique d'une ou plusieurs victimes, et ainsi de pouvoir adapter le bilan et la prise en charge de celle-ci. Cette étape du bilan permet également d'évaluer les besoins en renfort si besoin. Pompiers, SMUR, PIT, police, etc. Lors du bilan 3S, on se base sur la règle dite des 3S pour réaliser l'analyse de la situation. On entend par les 3S la scène, la sécurité et la situation.
Dans un premier temps, il faut observer l'environnement, la scène, et analyser les différents dangers potentiels et existants, tant pour les intervenants que pour là ou les victimes, les impliqués, les badauds, etc., et ainsi évaluer le besoin en renfort. En ce qui concerne l'analyse relative à la scène, on observera les lieux, les accès, les renforts ainsi que la cinétique. L'observation du lieu d'intervention permet d'anticiper les actions à entreprendre pour le relevage, la prise en charge et le transport de la victime. Il faut évidemment tenir compte des différentes voies d'accès ainsi que des difficultés liées à celles-ci, telles que l'absence d'ascenseur en cas d'étages multiples, escaliers étroits, etc. En fonction de la situation, des besoins en renfort peuvent être nécessaires tels que l'intervention d'un SMUR ou d'un PIT. D'autres ambulances en cas de multiples victimes, une ambulance bariatrique si la victime est obèse, l'intervention de la police ou encore des pompiers. Finalement, l'analyse de la cinétique, qui peut être soit médicale, soit traumatique. La cinétique permet de comprendre les circonstances d'apparition d'un problème médical et ou traumatique. Quand ces observations sont faites, il faut dès lors veiller à la sécurité des lieux et protéger les personnes présentes sur place. La dernière phase de ce bilan consiste en l'observation de la situation, c'est-à-dire se questionner quant à la position, l'attitude, le comportement de la ou des victimes. L'évaluation de ces 3 S débute déjà dans l'ambulance, après avoir reçu l'ordre de mission par la centrale 112. Pendant le trajet vers les lieux de l'intervention, les secouristes ambulanciers détermineront au préalable leur rôle auprès de la ou des victimes. En général, un des secouristes ambulanciers sera désigné comme étant logisticien, c'est-à-dire que celui-ci s'occupera de la logistique, de la préparation du matériel nécessaire pour la prise en charge de la victime. L'autre secouriste ambulancier sera quant à lui désigné comme étant le clinicien lors de l'intervention, c'est-à-dire qu'il restera auprès de la victime durant toute sa prise en charge clinique et paramétrique. La réalisation du bilan 3S lors d'une intervention est très importante car cela permet d'assurer et d'établir la sécurité des personnes présentes et d'anticiper la suite du bilan et la prise en charge de la ou des victimes. Il nous permet de déterminer un plan d'action et de poser des soins adéquats selon les circonstances observées. Le fait d'établir un bilan 3S permet également de compléter, voire même de corriger les informations reçues au départ de la mission, telles que l'adresse, la nature de l'intervention, le nombre de victimes réelles et ou potentielles, la gravité de la situation, etc. Lors du bilan 3S, on peut observer des signaux d'alarme, qui sont, par exemple, dans le cas traumatique, des indices de haute vélocité dans l'analyse de la cinétique. Si tel est le cas, il faudra, nous le verrons dans la suite, s'adapter et modifier l'algorithme du bilan classique que nous sommes en train de détailler, afin que la prise en charge de la ou des victimes soit optimale. Comme signal d'alarme à considérer, on peut par exemple citer une dyspnée aiguë chez un patient décompensé sur le plan respiratoire, ou encore une hémorragie active en postpartum, une chute de grande hauteur, un accident en collision frontale à haute vitesse, etc. C'est à ce moment que nous devons modifier notre algorithme de bilan en fonction de la présence ou non de ces signaux d'alarme. En effet, si aucun signal d'alarme n'est relevé au cours du bilan 3S, on ne modifie rien et on poursuit le bilan classique. Par contre, si des signaux d'alarme sont relevés, il faudra adapter la suite du bilan en fonction de la situation rencontrée. Si des signaux d'alarme sont observés, cela signifie que là où les victimes sont potentiellement dans un état critique. Il faudra dès lors réaliser un bilan qui permettra de déterminer si la victime est critique ou non. Ceci sera abordé dans la troisième partie de cette présentation. Après avoir réalisé le bilan circonstanciel
et en avoir tiré les conclusions notamment au niveau de la présence ou non de signaux d'alarme, une évaluation primaire de là où des victimes devra être réalisée. Il s'agit de l'évaluation ABC. Il s'agit d'un moyen mnémotechnique pour l'évaluation des fonctions vitales de la victime. Le but est d'évaluer si la victime est dans une situation d'urgence vitale ou non. En termes de fonctions vitales, on entend la conscience, la respiration et la circulation. Le bilan ABC consiste donc à évaluer, dans un premier temps, l'état de conscience de la victime, en recherchant une réaction après stimulation tactile et verbale. En cas de notion de traumatisme, il faut d'abord veiller à réaliser un contact physique avant un contact verbal, et ce afin de préserver le rachis cervical. Ensuite, il faut vérifier que les voies aériennes soient libres et dégagées avant de passer à l'évaluation de la respiration. Celle-ci s'effectue en réalisant un VES de maximum 10 secondes. Cela va nous permettre de savoir si la victime respire ou non. Pour terminer, on évalue la fonction circulatoire de la victime. Pour cela, on recherchera d'éventuelles hémorragies visibles. En résumé, lors du bilan ABC, on réalise une évaluation clinique uniquement. Seuls des gestes salvateurs devront être appliqués lors de ce bilan. On entend par geste salvateur l'immobilisation de la colonne cervicale, la libération et la protection des voies aériennes supérieures chez une victime inconsciente qui respire par l'utilisation d'une canule de Guedel et ou la position latérale de sécurité. On entend par contre la réalisation d'une réanimation cardio-pulmonaire lorsque la victime est inconsciente et ne respire pas. On retrouve également, comme dit précédemment, le contrôle des hémorragies. Le principe de prise en charge selon l'ABC sera vu en détail lors du cours de réanimation cardio-pulmonaire. Vient ensuite l'évaluation secondaire de la victime, appelée bilan ABCDE. Le but de ce bilan est d'évaluer de manière plus détaillée l'état de la victime, tant sur le plan clinique que paramétrique. Cette évaluation est toujours associée à un questionnement de la victime et ou de témoins. Il s'agit de l'anamnèse qui aura pour but de collecter des informations nécessaires pour la prise en charge optimale de la victime. Cette collecte de données s'effectue en réalité tout au long du bilan de la prise en charge. Le bilan ABCDE permet d'anticiper la prise en charge. Il est important de rappeler que l'évaluation clinique prime sur la technique. Tout comme pour le bilan ABC, il existe ce moyen mnémotechnique pour décrire les différentes étapes du bilan des fonctions secondaires de la victime ABCDE. Au niveau des voies aériennes, la démarche est également similaire à celle décrite dans le bilan ABC. Il faut être attentif à ce que les voies aériennes supérieures restent libres, dégagées et sûres, en évitant toute obstruction causée par la présence de sang, de sécrétions, de dents ou d'autres obstructions partielles par corps étranger. Ensuite, pour évaluer la respiration de la victime, on peut utiliser le moyen mnémotechnique du Fraptico. Le F correspond à la fréquence respiratoire que l'on obtient en comptant le nombre de mouvements respiratoires effectués en une minute. Pour rappel, la norme de la fréquence respiratoire chez un adulte est de 12 à 20 mouvements respiratoires par minute. Attention, il faut tenir compte du stress et de la douleur de la victime, car ces deux paramètres modifient la fréquence respiratoire. Le R traduit le rythme respiratoire qui peut être soit régulier ou irrégulier. Le A fait référence à l'amplitude respiratoire, c'est-à-dire la visibilité des mouvements de la cage thoracique induits lors de la respiration.
Cette amplitude respiratoire peut être faible, superficielle, ou les mouvements de la cage thoracique seront peu visibles, ou l'amplitude peut être asymétrique, c'est-à-dire que les mouvements de la cage thoracique ne sont pas égaux des deux côtés. Le B fait référence au bruit respiratoire. Normalement, une respiration doit être discrète, inaudible et sans effort. En cas de présence de bruit respiratoire, il faut observer pendant quelle phase respiratoire le bruit se manifeste. S'il s'agit d'un bruit inspiratoire, cela signifie qu'il y a un problème qui touche les voies aériennes supérieures. Ce bruit est appelé stridor. A l'inverse, s'il s'agit d'un bruit expiratoire, cela signifie que les voies aériennes inférieures sont atteintes. Ce bruit est appelé wheezing. Le T correspond à un tirage qui est le signe d'un travail respiratoire augmenté. On peut observer différents signes de tirage tels que le battement des ailes du nez, surtout visible chez les enfants, un enfoncement de la cage thoracique, un balancement thoraco-abdominal, l'utilisation des muscles accessoires situés entre le cou et l'épaule, la position de la victime, etc. Finalement, le co, qui correspond à la coloration des extrémités du corps, telles que les lobes d'oreille, les ailes du nez, le bout des doigts, le pourtour de la bouche, etc. On peut retrouver différentes colorations telles que la coloration normale, on parlera alors de patients normaux colorés, ou la coloration bleutée qui fait référence à une cyanose, qui est le signe d'un déficit d'oxygène au niveau des cellules. Vu que nous sommes dans du bilan A, B, C, D, E des fonctions secondaires, on évalue techniquement les paramètres de la victime. En ce qui concerne la fonction respiratoire, les paramètres à évaluer sont donc la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène de la victime, que l'on obtient grâce à l'utilisation d'un saturomètre. Les normes de la saturation en oxygène varient en fonction du patient et de ses antécédents. En effet, la saturation normale chez un adulte ne souffrant pas de pathologie pulmonaire se situe entre 94 et 100%, tandis que chez un patient souffrant d'une bronchite chronique, BPCO, la saturation peut être comprise entre 88 et 92%. De plus, il faut se méfier de certaines pathologies telles que l'intoxication au monoxyde de carbone, car la saturation en oxygène de là où des victimes sera faussée. C'est pour cela que l'on insiste sur le principe que la clinique doit primer sur la technique. Pour l'évaluation de la fonction circulatoire, on peut utiliser le moyen mnémotechnique du Frareco. Le F correspond à la fréquence cardiaque, c'est-à-dire au nombre de battements cardiaques sur une minute. La norme de la fréquence cardiaque se situe entre 60 et 100 battements cardiaques par minute. Attention, il faut tenir compte du stress et de la douleur de la victime, car ces deux paramètres modifient la fréquence cardiaque. Le R fait référence au rythme cardiaque, qui peut être soit régulier, soit irrégulier. Pour le savoir, il suffit de prendre le pouls radial et de vérifier la régularité de celui-ci. Le A correspond à l'amplitude, qui permet d'évaluer la qualité du pouls grâce à la palpation d'une artère, comme réalisé précédemment lors de la vérification du rythme cardiaque. Le pouls peut être soit bien frappé, soit filant, c'est-à-dire peu perceptible. Le RE fait référence au temps de recoloration capillaire, qui est un indice de perfusion périphérique. Il est obtenu en exerçant une pression de quelques secondes sur le lit de l'ongle et observer le temps nécessaire pour que celui-ci se recolore normalement. Un temps de recoloration normal doit être inférieur à 2 secondes. Le CO correspond à la coloration de la peau. On peut observer de la pâleur et la présence de marbrures, qui sont le signe d'un état de choc. On peut également observer si la victime est moite et transpirante, ce qui est le signe d'une augmentation du taux de CO2 dans le sang. Notons que dans ce cas, la cause peut être aussi respiratoire. Finalement, le T correspond à la tension artérielle. La mesure de celle-ci se fait grâce à l'utilisation d'un tensiomètre et d'un stéthoscope.
ou encore en palpant un pouls chez la victime. La norme de la tension artérielle est comprise entre 100 et 150 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. Cependant, il faut toujours demander au préalable la tension artérielle habituelle du patient et tenir compte des facteurs stress et douleur qui peuvent modifier ce paramètre. Pour rappel, si un pouls radial est perceptible, la tension artérielle sera supérieure à 80 mm de mercure. Si le pouls radial n'est pas palpé, il faut vérifier le pouls au niveau de l'artère fémorale. Si celui-ci est palpé, la tension artérielle est comprise entre 50 et 80 mm de mercure. S'il n'est pas palpé, il faudra vérifier la présence d'un pouls au niveau de l'artère carotide. S'il n'est pas palpé, la tension artérielle est inférieure à 50 mm de mercure. Le pouls carotidien est le dernier pouls à disparaître. Pour l'évaluation de la fonction neurologique, il faut évaluer l'état de conscience de la victime afin de détecter un potentiel trouble métabolique pouvant entraîner un déficit neurologique. Parmi les troubles métaboliques, on peut rencontrer une hypoxie, une hypoglycémie, une hyperglycémie, une hypothermie ou une hyperthermie. Il faut partir du principe que tout patient confus, agité, agressif, non collaborant peut être hypoxique ou en hypoglycémie, et ce jusqu'à preuve du contraire. On insiste sur le fait que la glycémie est le paramètre à mesurer en priorité en cas d'altération de l'état de conscience. Pour évaluer l'état de conscience d'un patient, on peut utiliser deux échelles d'évaluation qui sont l'EPADONO ou AVPU et le score de Glasgow. L'EPADONO ou AVPU est une échelle qualitative de l'état de conscience d'une victime. L'échelle de Glasgow permet une évaluation neurologique plus approfondie d'une victime ayant subi un traumatisme crânien, mais nous l'utilisons aussi communément lors de troubles neurologiques. Il s'agit d'une évaluation quantitative de l'état de conscience qui nous fournit un score chiffré permettant de se rendre compte de l'état de conscience et ou de l'abolition de certains réflexes, tels que l'atout et la déglutition. Cette échelle évalue trois critères: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Pour chacun de ces éléments, on attribue un score en fonction des éléments observés. Le score final obtenu est compris entre minimum 3 et maximum 15. Si le score est inférieur ou égal à 8, il faut être attentif et demander le renfort d'un SMUR en vue d'une intubation afin de protéger les voies aériennes supérieures car la victime aura perdu ses réflexes de toux et de déglutition. Dans l'évaluation neurologique d'une victime, on observera également les pupilles de celle-ci. Dans l'observation des pupilles, il faut être attentif à trois choses: la symétrie des pupilles, la taille des pupilles et leur réactivité à la lumière. Normalement, les pupilles doivent être symétriques et de taille normale, c'est-à-dire isochores, et doivent réagir à la lumière. Cependant, certains troubles neurologiques se manifestent par une modification des pupilles. Une anisocorie, c'est-à-dire des pupilles de taille inégale, une pupille de taille normale et l'autre dilatée, est le signe d'une souffrance cérébrale, comme dans le cas d'une hémorragie cérébrale. Des pupilles en mydriase, c'est-à-dire de taille identique, mais dilatée, est le signe d'une souffrance cérébrale générale souvent liée à une intoxication, drogue excitante, alcool, monoxyde de carbone. Des pupilles en myosis, c'est-à-dire des tailles identiques mais petites et serrées, est le signe d'une intoxication aux drogues calmantes et dérivés morphiniques. Deux autres paramètres sont très importants à prendre en compte dans l'évaluation neurologique. Il s'agit de la mesure de la glycémie et de la température. Le premier paramètre étant donc la glycémie. Comme dit précédemment, la glycémie doit être contrôlée en cas d'altération de l'état de conscience. Elle correspond au taux de sucre contenu dans le sang. La norme de la glycémie est comprise entre 80 et 120 mg de sucre par décilitre de sang. Si la glycémie est inférieure à 80 mg de sucre par décilitre de sang, on parlera d'hypoglycémie. Mais notons qu'il faut tenir compte de la clinique. On parlera d'hypoglycémie franche lorsque celle-ci est inférieure à 60 mg de sucre
par décilitre de sang. Et à l'inverse, si la glycémie est supérieure à 120 mg de sucre par décilitre de sang, on parlera d'hyperglycémie. En AMU, on tiendra compte d'une hyperglycémie uniquement si le patient a des troubles de conscience ou une clinique insatisfaisante. Attention de prendre en compte l'heure du dernier repas ainsi que la quantité et le type d'aliment pris par rapport à la mesure de la glycémie. Pour rappel, la clinique doit primer sur la technique. Le second paramètre est la température. Pour rappel, la température corporelle normale se situe aux alentours de 37 degrés Celsius. On peut rencontrer deux cas de figure. L'hypothermie, si la température corporelle est inférieure à 35 degrés Celsius, et l'hyperthermie, si la température corporelle dépasse les 38,5 degrés Celsius. Encore une fois, la clinique doit primer sur la technique. En effet, il faut tenir compte de certains facteurs tels que la température extérieure ou encore un effort physique réalisé, etc. Pour clôturer le bilan ABCDE, il faut réaliser un examen de la tête aux pieds. Cela signifie qu'il faut déshabiller la victime tout en respectant son intimité et en évitant l'hypothermie, en recouvrant le patient à la fin de l'examen. Il est important d'examiner le corps entier en commençant par la tête et en terminant par les pieds. Face antérieure et postérieure du corps, cet examen de la tête aux pieds va permettre de mettre en avant des déformations, des mouvements paradoxaux, des contusions, des éraflures, etc. Pour réaliser un examen de la tête aux pieds de manière optimale, il doit à la fois se baser sur un examen visuel ainsi que sur une palpation de chaque membre, de la tête, de l'abdomen, du thorax et du dos. Comme déjà abordé précédemment, l'anamnèse, la collecte d'informations auprès de la victime et des témoins, est réalisée tout au long de la prise en charge. Pour l'anamnèse, on peut utiliser un moyen mnémotechnique dit le sample. Le S correspond aux signes et symptômes de la victime. On obtient ces informations en questionnant la victime et ou son entourage ou encore les témoins. Pour rappel, un signe est ce que l'on observe et un symptôme est ce dont se plaint le patient. Le A fait référence aux allergies connues de la victime, que ce soit à des médicaments, des aliments, des agents externes. Le M correspond au traitement médicamenteux pris par la victime. Le P fait référence au passé médico-chirurgical de la victime, c'est-à-dire ses antécédents. Le L correspond à l'heure, la quantité et le type du dernier repas pris. Cette information est très importante en cas de traumatisme, douleur abdominale et pour faire un lien avec un résultat de glycémie. Le E fait référence aux événements qui ont conduit aux problèmes actuels lors de la prise en charge. Dans la collecte d'informations, il existe un moyen mnémotechnique pour le complément d'anamnèse en ce qui concerne la prise en charge des douleurs thoraciques d'origine non traumatique. Il s'agit de l'OPQRST. On y détaille l'origine, le O, qui correspond à l'origine de la douleur, quand celle-ci est déclarée. Le P fait référence à l'agent déclenchant la douleur thoracique. Le Q correspond à la qualité de la douleur, si elle est aiguë, constrictive. Le R fait référence à la radiation possible de cette douleur vers d'autres zones que le thorax. Le S correspond à la sévérité, l'intensité de la douleur, que l'on peut évaluer facilement via une échelle d'évaluation de la douleur. Le T est une donnée très importante dans la prise en charge des douleurs thoraciques, car elle correspond au temps, à la durée de la douleur. Le bilan ABCDE se clôture par un compte-rendu complet de l'intervention au 112 et ou à l'équipe médicale, voire paramédicale. Le contenu de celui-ci doit mentionner les circonstances de prise en charge, les actions réalisées, importance de tenir compte des ordres permanents et leurs procédures, et ou traitement reçu, les paramètres relevés ainsi que l'évolution de la victime au cours de la prise en charge. Cette transmission d'informations a pour but de permettre une continuité dans les soins et la prise en charge de la victime par d'autres intervenants.
À la fin de ce compte-rendu, un hôpital de destination sera indiqué par le 112. Pour clôturer le bilan d'une victime, il faut la conditionner grâce à du matériel spécifique et poursuivre la surveillance à la fois clinique et paramétrique. La mise en condition comprend la pose d'actes techniques et des soins afin de stabiliser une victime et la rendre transportable vers une institution hospitalière. Dans la mise en condition, il faut choisir la position la plus adaptée dans laquelle devra être transportée la victime. Ce choix se fait sur base de la pathologie et du confort du patient. En résumé, dans la mise en condition, les secouristes ambulanciers seront peut-être amenés à poser certains actes techniques tels que l'administration d'oxygène, la prise en charge des plaies par la réalisation de pansements et l'application de bandages, l'immobilisation avec du matériel technique comme les attelles à dépression, anticiper et assister les actes médicaux et infirmiers en cas de renfort SMUR-PIT, la mise en pratique de techniques de relevage et de brancardage, etc. La surveillance de la victime à réaliser durant le transport après son conditionnement consiste en une surveillance à la fois clinique et paramétrique. Pour rappel, une victime d'un traumatisme doit être transportée dans les plus brefs délais vers une institution hospitalière en essayant de respecter le principe de l'heure d'or. En effet, le délai entre la prise en charge sur les lieux de l'intervention et le transport à l'hôpital doit être réduit afin d'améliorer les chances de survie de la victime. Notons qu'il est important de garder en tête le principe de triade létale. Confer règle des 3 H, hémorragie, hypothermie, hypoxie, et donc d'agir prioritairement lors de la réalisation de votre bilan, quel que soit son moment. Lorsque la victime arrive à l'hôpital, il est essentiel de faire une transmission complète et rigoureuse de la prise en charge. En effet, une collaboration interdisciplinaire permet une prise en charge optimale de la victime. Le rappel bilan que nous venons ici d'effectuer est un bilan dit classique, c'est-à-dire qu'il se base sur le fait qu'aucun signal d'alarme n'a été relevé lors du bilan 3S. Passons à présent à la dernière partie de cette présentation, à savoir la présentation de l'algorithme adapté dans le cas spécifique d'un patient traumatisé suspecté critique. Jusqu'ici, nous avons donc fait un rappel de l'algorithme général avec les notions de bilan 3S, ABC et ABCDE, ainsi que les notions générales concernant la prise en charge d'une victime. Nous avons vu également la possibilité de pouvoir relever dans le bilan 3S des signaux d'alarme et que si tel était le cas, il faudrait procéder à une adaptation de cet algorithme général. Eh bien, nous y voici, car dans la troisième et dernière partie de cette présentation, nous allons envisager l'adaptation de l'algorithme général des bilans qu'il convient de réaliser dans le cas spécifique trauma où on pourrait se retrouver face à un patient critique. On supposera donc à partir d'ici que, contrairement au postulat de départ, cette fois-ci, des indices de haute vélocité, donc des signaux d'alarme traumatique, ont été relevés durant l'évaluation des circonstances, c'est-à-dire le bilan 3S. Nous allons ensemble construire cette adaptation de l'algorithme classique des bilans qu'il est bon de réaliser lorsque vous faites face potentiellement à une victime traumatisée critique. Alors vous voyez ici que dans un premier temps, on peut reprendre les fameuses grandes étapes de l'algorithme classique. Vous retrouvez donc l'étape 1, à savoir l'évaluation des circonstances via les fameux 3S, scène, sécurité, situation. Vous retrouvez ensuite la deuxième étape, à savoir l'évaluation des fonctions vitales, donc le fameux ABC. Vous retrouvez ensuite en troisième étape l'évaluation
approfondi de la victime, donc le fameux ABCDE, et vous retrouvez en dernière étape la prise en charge de la victime qui découle de toutes les observations que vous aurez réalisées durant les 3 premières étapes. Alors, qu'est-ce qui change dans le cas particulier trauma? Lorsque vous aurez réalisé votre première étape, donc les 3 S, vous allez pouvoir repérer potentiellement des indices de haute vélocité. Ceux-ci ont été abordés pendant le cours. Par exemple, un pare-brise en étoile, une chute d'une hauteur importante, etc. Si vous relevez de tels indices de haute vélocité, il faut interpréter ça comme un signal d'alarme. Donc ça veut dire que vous allez devoir être attentif à ça pour la suite de votre bilan. Ces indices de haute vélocité vont se retrouver dans le raisonnement concernant le bilan des fonctions vitales. Lorsque vous aurez réalisé votre ABC, comme d'habitude, si vous déterminez que le patient est en urgence vitale, eh bien, il faudra appeler le SMUR et réaliser les gestes vitaux qui s'imposent. Par contre, si le patient n'est pas en urgence vitale, c'est là que vous allez devoir revenir à votre signal d'alarme et vous poser la question, est-ce que j'avais repéré des indices de haute vélocité lorsque j'étais arrivé au début de l'intervention? Et là, donc, 2 possibilités. Si oui, à ce moment-là, il faudra passer à un bilan supplémentaire qui va nous permettre de pouvoir s'assurer si la victime est critique ou pas. Et dans le cas où je n'ai pas relevé de tels indices de haute vélocité, à ce moment-là, je vais passer directement au bilan ABCDE classique. Alors comment se passe ce fameux bilan supplémentaire que l'on pourrait appeler un bilan primaire approfondi? Pourquoi approfondi? Parce qu'en plus de l'ABC classique, on vient rajouter certaines observations cliniques du D, qui concernent donc tout ce qui est neurologique. Alors, quels sont les indices que vous allez devoir relever? Ce sont évidemment des indices cliniques et non pas des indices techniques de paramétrage. Vous allez observer au niveau du A et du B l'évolution de l'état clinique respiratoire. Est-ce que la victime évolue et entre en détresse, voire en insuffisance respiratoire? Vous allez dans un deuxième temps évaluer l'état clinique, cette fois-ci circulatoire. Est-ce que la victime évolue en présentant un TRC allongé ou encore une absence de pouls radial? Et enfin, au niveau de l'évolution de l'état clinique neurologique, est-ce que la victime présente des pupilles en anisocorie? Est-ce que l'hépadono, appelé aussi AVPU, n'est pas satisfaisante? À la vue de ces différentes observations, vous allez pouvoir conclure en disant est-ce que j'ai affaire à une victime critique ou pas? Si la victime est critique, forcément on appellera le SMUR et on optera pour une prise en charge rapide avec des outils de brancardage adaptés. Et donc pour ça, on vous renvoie au cours pratique trauma. Et dans le cas où je détermine que ma victime est non critique, à ce moment-là, je vais passer directement à mon ABCDE et une prise en charge classique.